Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la FSP virtuelle, plus précisément au webinaire polycritique que la FSP a initié il y a maintenant 2 ans. Une initiative qui a été prise lorsque je suis devenu président de la FSP et Michel Mangenot, son secrétaire général, avec pour objectif de décrypter des enjeux d'actualité, des enjeux tant, nationaux, qu'internationaux, et nous cherchons, à alterner d'ailleurs, d'un mois sur l'autre, puisque ce webinaire est mensuel, est un rendez-vous mensuel, les questions, françaises, hexagonales et internationales. Nous avons, assez systématiquement, fait en sorte que ces webinaires soient interdisciplinaires et que certes, c'est l'AFSP qui les porte, mais que, des, chercheurs, des enseignants-chercheurs, de toutes les sciences sociales, puissent y intervenir, et d'ailleurs on diversifie le plus possible les profils des intervenants. Je n'en dis pas plus, sauf pour, 2 mots, de transition. Le premier pour, remercier, nos intervenants, de ce soir, de cet après-midi. Les remercier de prendre le temps de décrypter pour nous un enjeu, majeur, on va le voir, de la rentrée sociale, française, et je laisserai, Henri Bergeron qui, animera cette, table ronde virtuelle, présenter et le thème et les intervenants. Merci encore, à vous tous, et le dernier mot pour ce qui me concerne est purement logistique, pour vous inviter, lorsque nous en serons à la session, des questions-réponses, à, mettre vos, questions, dans, le chat, dans la boîte discuter. On va tout concentrer sur cette boîte plutôt que de diviser, les interventions écrites, entre celles-ci et puis les questions-réponses, et n'hésitez pas à utiliser ce chat pour, apporter des compléments, des commentaires, des remarques, dialoguer avec, les intervenants, ou les spectateurs. Tout ça d'ailleurs, n'apparaît pas, lorsque le webinaire est mis en ligne et que, on arrive à l'étape du, replay. Donc, ne vous auto-censurez pas, sur ce mode de communication. Voilà, merci, encore, à vous toutes et tous, et je passe, maintenant, la main à Henri. Merci beaucoup. Merci Christophe et l'Association française de sciences politiques de nous donner l'opportunité de discuter d'un thème qui nous est cher. Euh, quelques mots d'introduction avant de présenter nos panélistes. Euh, les questions de santé sont des questions éminemment politiques, extrêmement importantes, au point que des chercheurs aussi connus que Peter Hall et Michel Le Hamon on fait des niveaux de santé des États et des populations un proxy pour évaluer le bonheur et pour estimer quel type de société est capable de produire du bien-être chez ses concitoyens. Euh, c'est un sujet qui pourtant est resté dans nombre de pays, bien sûr pas aux États-Unis, j'ai envie de dire, comme un sujet technique, et la crise sanitaire a certainement contribué à le réinscrire sur l'agenda, et malheureusement, la crise écologique que nous allons traverser aura elle-même toutes sortes de conséquences sanitaires. Bref, la santé devient vraiment un thème de politique publique. Il n'est pas un thème de politique publique comme les autres, mais un thème de politique publique essentiel. Euh, alors, on a 3 intervenants aujourd'hui qui sont de disciplines différentes, qui vont nous apporter des regards assez contrastés et assez intéressants. Nous allons donc avoir Magali Roblet, qui est maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de Lyon 2, au centre Max Weber. Patrick Castel, directeur de recherche à la Fondation nationale des sciences politiques, localisé au Centre de sociologie des organisations à Sciences Po. Et puis Agnès Souka, qui est directrice de la division santé et protection sociale à l'Agence française de développement.
Alors, on va avoir un ordre de passage assez clair. Nous allons procéder par entonnoir, j'ai envie de dire de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Avec d'abord Agnès Souka qui va nous présenter un certain nombre d'éléments de comparaison internationale et qui, grosso modo, va nous dire où va, si j'ai bien compris les messages qu'elle veut transmettre, va nous dire ce que dit le financement de la santé. Que nous dit le financement de la santé, sur la protection des citoyens dans différents pays? Peut-on le lier aux revenus et à d'autres variables macroéconomiques? On descendra, j'ai envie de dire, d'un cran dans l'échelle pour s'intéresser avec Magali Roblet à la bureaucratie. Que fait la bureaucratie à la santé, et en particulier une forme de bureaucratie, je le dis de manière, j'utilise ce terme de manière très neutre, hein, comme la description d'une administration qui a beaucoup fait perdre d'elle pendant la crise. Et enfin, de la bureaucratie de la santé, nous descendrons dans les institutions de soins avec Patrick Castel, qui va nous dire ce que la coopération fait aux soins. Là aussi, avec une étude dont il va nous restituer les résultats qui s'est accompli pendant quasiment l'ensemble de la crise sanitaire que nous venons de traverser et que nous traversons peut-être encore. Je vous passe tout de suite la parole, Agnès, pour une présentation. On essaie de tenir entre 10-15 minutes, pas plus, afin de laisser du temps pour les questions. Agnès, Magali et Patrick, je me permettrai éventuellement de vous interrompre pour préciser quelques notions si besoin. Voilà, je vous remercie beaucoup et bonne présentation. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez la présentation? Tout à fait. Formidable. Donc effectivement, donc un choix pour le séminaire d'aujourd'hui, de prendre l'angle du financement public comme une expression de la volonté collective de financement de la santé, et donc son expression comme une expression d'évolution politique des sociétés. Et donc, sous cet angle, je voulais partager avec vous les dernières données qui viennent des comptes nationaux de la santé et de l'analyse de ces comptes pour regarder quelle est l'évolution de cette vision collective de la santé qui s'exprime par le financement de la santé dans l'ère Covid-19, et de mettre l'accent sur la transition en regardant à la fois les grandes tendances mondiales, mais aussi en mettant un coup de projecteur sur l'évolution des pays émergents et des pays les plus pauvres. Alors, trois messages sur lesquels je voulais un petit peu concentrer cette discussion. Le premier, c'est que le financement de la santé dans le monde est de plus en plus public et fiscalisé. Et donc, rien que par cela, le financement de la santé est un outil contre-cyclique de réponse aux crises, parce que c'est un outil de financement collectif, et donc c'est un outil qui est influencé très profondément par les choix politiques. Le deuxième message, c'est que le financement dans les pays émergents est en fait tiré essentiellement par la croissance économique, et l'on voit en fait très peu d'influence de la dépense publique malgré son augmentation. Et puis, le troisième message, c'est sur le manque de progrès dans les pays à très bas revenus sur les 20 dernières années, qui s'est révélé être un maillon faible, les pieds d'argile du système de santé mondial pendant la pandémie, puisque les pays les plus pauvres ont rencontré de grandes difficultés à faire face à cette pandémie Covid-19 du fait de l'insuffisance des investissements dans les structures de santé publique et dans les services de santé de base. Donc, si je passe au premier message, un financement mondial de la santé qui est aujourd'hui à environ 8 milliers de milliards. Donc, vous voyez, ce sont des données de 2018, parce que les données de comptes nationaux de la santé sont toujours en retard.
surtout dans les pays en voie de développement, où on a du mal à les collecter, mais les premières indications montrent qu'on reste toujours dans les mêmes ordres de grandeur, c'est-à-dire à peu près 10% du PIB mondial et à peu près 60% de ce financement qui est public. Donc, un financement mondial de la santé qui est dominé par l'action collective de pays qui sont à la fois plutôt riches et qui financent la santé à travers l'outil de financement public. Et un financement privé qui donc se situe à 40%, qui reste extrêmement important et qui est essentiellement présent dans les pays à bas et à moyen revenu. Un élément qui est extrêmement important parce qu'il joue beaucoup dans l'économie politique de la santé mondiale, c'est le niveau des ressources extérieures, dont on a l'impression qu'elles sont souvent déterminantes, mais qui en fait représentent une goutte d'eau dans la mer de ces dépenses, puisqu'elles représentent à peu près seulement 0,2% de la dépense de santé mondiale à peu près 16 milliards. Alors bien sûr, les dépenses de santé varient fortement selon les pays. Comme vous voyez, c'est bien en Afrique, mais également en Asie du Sud, où les dépenses de santé sont vraiment très basses. Elles sont à moins de 50 dollars par habitant. Et cela depuis 20 ans, malgré une certaine augmentation, ces dépenses restent très en deçà de ce que même la capacité fiscale et la capacité économique de ces pays peuvent faire. Et donc, en fait, cette dépense de santé mondiale est essentiellement concentrée dans les pays d'Amérique et d'Europe, en particulier donc les États-Unis, qui représentent à eux tout seuls 40% de la dépense de santé du monde. Donc, on a un marché de la santé mondiale qui est tiré par l'économie américaine, par son investissement dans la santé qui est de 19% de son PIB, qui est le premier PIB du monde, et par son investissement public dans la santé, ce qui est moins connu, puisque à travers les programmes Medicare, Medicaid et le nouveau régime appelé souvent Obamacare, du Affordable Care Act, la plupart de la dépense santé aujourd'hui aux États-Unis est publique. Alors, il n'existe pas de lien évident entre le niveau de revenu et la part des dépenses totales consacrées à la santé. En fait, il y a une variation à tous les niveaux de revenus. Vous voyez en jaune les pays riches de l'OCDE, en rouge les pays pauvres, au milieu les pays à moyen revenu. En fait, à tous les niveaux de revenus, il y a de fortes variations dans la dépense de santé. Je parle de la dépense de santé totale, publique et privée, ce qui montre que les sociétés font des choix très différents en termes de niveau de leur richesse, de niveau de leurs revenus qu'ils accordent à la santé. Par contre, quand il s'agit de la part des dépenses publiques dans les richesses nationales qui est consacrée à la santé, alors là, on voit une vraie différence, c'est-à-dire que les pays les plus riches ont tendance à financer la santé de façon collective à travers la bourse publique, tandis que les pays les plus pauvres financent la santé essentiellement à travers les dépenses privées, c'est-à-dire les dépenses des ménages. Et en fait, là, il y a une relation assez claire entre revenus des pays et financement public. Plus le pays est riche, plus il a tendance à financer la santé de façon collective. Donc, il y a vraiment cette notion de construction institutionnelle et de construction du collectif dans le financement de la santé qui est liée à l'évolution économique des pays et leur évolution de construction institutionnelle. Et en fait, on le voit bien, là, nous avons les données de 2000 à 2018, donc ça fait 2 décennies, où on voit le montant des dépenses publiques concentrées à la santé, donc toujours les pays riches en jaune et les pays pauvres en rouge. Et vous voyez que les dépenses de santé continuent d'augmenter, elles augmentent très vite dans les pays riches et dans les pays à moyen revenu, et elles n'augmentent pas dans les pays à bas revenus, même elles baissent. Et elles sont plutôt à la baisse également dans les pays à moyen revenu bas. Donc, un véritable contraste dans la dépense de santé entre cette dépense qui continue d'augmenter dans les pays les plus riches et qui, en fait, baisse dans les pays les plus pauvres. Et donc, en fait, lorsqu'on regarde l'augmentation des dépenses de santé au cours des 2 dernières décennies, elles sont essentiellement liées dans les pays pauvres à l'augmentation de la taille du gâteau,
puisqu'elles sont liées à la croissance économique et qu'elles concernent à la fois les dépenses publiques et les frais à la charge des patients. En fait, nous avons les deux. Les pays ont augmenté leurs dépenses de santé en fonction du PIB, mais ils ont augmenté à la fois parce que la dépense publique a commencé à se former avec l'augmentation du revenu, mais également parce que la dépense privée augmente. Il y a une demande de santé qui s'exprime quand les ménages deviennent de plus en plus riches. Alors, si on fait un coup de projecteur, si on donne un coup de projecteur sur les pays émergents, on voit que vraiment c'est la croissance économique qui est la plus dynamique dans le sens de tirer les dépenses de santé vers le haut. Et dans la plupart des pays émergents, la croissance des dépenses de santé a dépassé la croissance du PIB entre 2000 et 2017, ce qui veut dire que les pays qui ont fait baisser la pauvreté, qui ont augmenté leur niveau de richesse dans les 2 dernières décennies, ont augmenté leurs dépenses de santé encore plus vite que leur niveau de richesse, ce qui montre que quand les sociétés deviennent plus riches, à nouveau, la demande de santé s'exprime. Elle s'exprime d'abord par une demande des ménages. On voit tout de suite la dépense privée qui réagit très vite à l'augmentation des revenus. Puis, elle s'exprime par une demande citoyenne pour plus d'intervention publique et plus d'utilisation de la bourse publique et de la taxation. Et donc, on voit dans un deuxième temps une augmentation de la dépense publique. Et en fait, ce que l'on voit, c'est qu'il y a quand même un contraste entre différents groupes de pays. Donc, les dépenses de santé, elles ont augmenté dans tous les pays émergents, mais leur nature n'a pas forcément été la même. C'est-à-dire, vous voyez 2 groupes de pays. Vous voyez un groupe dans lequel la dépense publique en bleu et la dépense publique et la dépense privée en rouge augmentent à droite à peu près de façon parallèle. Donc, en fait, ils sont tous les deux tirés par la croissance économique. Et vous voyez à gauche un autre type de pays dans lequel il y a une véritable transition politique qui se fait et dans lequel on voit la dépense privée qui augmente moins vite et la dépense publique qui augmente beaucoup plus vite. Et quand on commence à voir cette déconnexion entre dépenses publiques et privées, c'est la transition de financement de la santé qui s'exerce. Et cette transition, elle est essentiellement de nature politique, c'est la construction du contrat social, et il se fait dans certains pays et il se fait beaucoup moins et beaucoup moins vite dans d'autres. Donc en fait, ce que l'on voit, c'est que la part de financement public des dépenses de santé est un choix largement politique, puisque les changements dans les dépenses publiques de santé en pourcentage du PIB ne sont pas directement liés au changement des dépenses de santé. Ce n'est pas parce que le pays devient le plus riche et que le pays a un niveau de recettes publiques, de recettes fiscales plus élevé que automatiquement cela se traduit par une augmentation de la priorité santé. Il y a un vrai choix politique qui est fait et donc on voit la différence entre les pays donc en rouge qui ont fait cette transition politique vers le financement public et les pays en gris qui ne l'ont pas fait. Et l'on voit en fait que la part des fonds publics qui sont issus du système assurantiel dans lequel il y a donc une contribution en prépaiement des ménages a augmenté dans la plupart des pays au cours de ces 2 décennies. Donc, on voit se former cette volonté politique, hein, si c'est un indicateur, la création d'institutions d'assurance sociale. On voit qu'il y a de plus en plus de pays qui ont un régime d'assurance maladie et on voit l'augmentation des dépenses à travers ce mécanisme d'assurance maladie au cours des années. Malgré tout, le fait de mettre en place un système assurantiel n'est pas une garantie d'amélioration de l'accès parce que le financement direct des services de santé par l'impôt et donc par la bourse publique à travers un mécanisme direct de financement des prestataires de soins par le budget de l'État, en fait, a à peu près le même effet que le système assurantiel, ce qui fait que l'on ne trouve pas de relation entre la dépense de santé au niveau assurantiel et l'accès
au service de santé qui est mesuré par l'index de la couverture santé universelle qui est mesuré par la Banque mondiale et l'OMS. On n'a donc pas vraiment un effet de construction collective sur l'accès aux services de soins. Par contre, on a un effet très fort sur la dépense de santé. Donc, il y a un véritable effet de protection sociale de la dépense publique que l'on retrouve au niveau macroéconomique dans à peu près toutes les études qui ont plus ou moins bien contrôlé pour les différents types de biais. Et je terminerai donc par le dernier coup de projecteur qui est sur les pays à très bas revenus, puisque nous avons bien vécu collectivement la crise Covid et la difficulté des pays les plus pauvres qui ont fait face à cette crise et qui ont eu beaucoup de mal en absence de système de protection sociale et d'accès aux services de santé. Et on voit qu'en fait, ces pays ont fait très peu de progrès dans les 20 dernières années, et ce, malgré une forte augmentation de l'aide en santé. Donc, encore aujourd'hui, les dépenses publiques en santé, donc la dépense collective, est inférieure à 10 $ par habitant dans près de 2/3 des 32 pays qui sont classés comme pays à faible revenu aujourd'hui par la Banque mondiale. Donc, en fait, des niveaux, que ce soit des transferts gouvernementaux ou des assurances publiques ou du financement direct, des niveaux qui restent très bas de dépenses publiques. C'est essentiellement la dépense privée qui finance les systèmes de santé. Et ce qui est particulièrement décevant et inquiétant, c'est que le financement domestique de la santé dans ces pays à bas revenus est en baisse et qu'il existe en fait au cours des 2 dernières décennies une dépendance croissante à l'aide extérieure. On a une diminution de la dépense publique de santé donc, dans les pays pauvres dans les 2 dernières décennies qui est très significative et qui illustre l'absence de formation des institutions de financement collectif et une absence de formation du contrat social dans lequel, en fait, ces pays continuent de financer la santé essentiellement à travers la dépense des ménages, supplémentée par la dépense des bailleurs de fonds. Donc, dans les pays à faible revenu aujourd'hui, près de 60% du financement domestique de la santé est en fait à la charge des patients. La priorité, par contre, accordée à la santé dans les pays à faible revenu est essentiellement donc celle des bailleurs de fonds. Et l'on voit ici que les bailleurs de fonds, eux, au contraire, ont augmenté l'importance qu'ils ont donnée à la santé. Donc, il y a une véritable réalisation de l'importance du sujet santé pour les pays donateurs et donc une véritable conscience du caractère mondial, du caractère global de la santé et du risque santé qui existe dans les pays les plus pauvres et qui peut affecter les pays plus riches. Et donc la part des financements alloués à la santé en pourcentage de l'aide publique au développement est en augmentation, en particulier dans les pays pauvres. Alors, ce que l'on observe, et je terminerai avec ce schéma qui nous inquiète beaucoup et qui nous amène à réfléchir sur des modalités d'aide au développement très différentes dans un monde post-2020, post-crise Covid, c'est qu'en fait, il y a un véritable effet de substitution de l'aide internationale à la formation du financement collectif public dans les pays à bas revenus, avec une aide extérieure qui augmente, que vous voyez donc en vert et en jaune, donc l'addition d'aides budgétaires et d'aides extra-budgétaires, et qui en fait augmente alors que la ligne en bleu montre que les financements domestiques diminuent. Et ça, nous avons ça, bien sûr, c'est un principe économique bien connu de fongibilité, c'est-à-dire que quand les ministères des Finances voient d'importants financements qui arrivent dans leur pays pour la santé, ils ont tendance à retirer leurs financements domestiques et à les utiliser dans d'autres secteurs.
Et nous avons également plusieurs études bien faites, spécifiques sur certains pays, comme le Kenya ou le Bangladesh, qui avaient déjà montré ce problème. Mais ce problème est évidemment extrêmement important, puisque maintenant, nous réussissons à le capturer à travers des études donc macro et fiscales, qui nous permettent de voir que sur l'ensemble des pays, en particulier les pays d'Afrique, non seulement il n'y a pas eu d'augmentation de la priorité donnée à la santé, mais il y a eu une chute des allocations domestiques à la santé dans ces pays. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante et ces comparaisons internationales qui sont toujours très importantes. Est-ce que nous avons des questions avant que je passe rapidement la main à Magali, des gens qui veulent quelques précisions? Moi, j'ai peut-être, Agnès, juste alors une toute petite question qui permettra de faire la transition. À défaut de le voir à l'intérieur de statistiques qui ne sont peut-être pas disponibles, est-ce que vos observations lors de vos missions vous permettent de voir des phénomènes de dépendance au sentier et au contraire de début d'augmentation des dépenses publiques dans les pays les plus pauvres suite à la crise du Covid? Est-ce que ça a modifié quelque chose? Est-ce qu'il y a une inscription sur l'agenda de manière plus manifeste, l'agenda politique? Voilà, je me posais cette question en vous écoutant. Et ensuite, je passe tout de suite la main à Magali. Alors très clairement, la crise Covid a été un coup de tonnerre dans le paysage d'investissement de ces pays et une véritable prise de conscience des ministères des Finances dans les pays en voie de développement de l'importance de l'investissement santé. Mais il y a eu aussi une réalisation que l'aide en santé n'a pas toujours permis d'investir là où les besoins étaient les plus forts en termes de prévention des pandémies et de risques de santé publique, puisque lorsqu'on en analyse la dépense santé, on trouve très très peu d'investissements dans les institutions de santé publique et quasiment aucun investissement dans les ressources humaines. Donc les pays aujourd'hui font face à des pénuries de personnel de santé qui sont aiguës, qui ont été mises en lumière pendant la crise, à des institutions de santé publique qui sont indigentes, hein, donc l'équivalent les systèmes de surveillance sanitaire, l'équivalent de Santé publique France, les instituts nationaux de santé publique sont complètement non financés, et que cette absence d'investissement collectif a été payée très cher. Et donc aujourd'hui, il y a une véritable conscience de la nécessité d'investir dans ces institutions de santé publique et dans la ressource humaine et les infrastructures. Mais vraiment aussi la mise en lumière d'une déficience de l'aide qui s'était concentrée quasiment uniquement sur la disponibilité du produit santé. La plus grande partie de l'aide au développement va dans l'achat de médicaments et de vaccins, et il n'avait pas du tout mis sur l'agenda l'investissement institutionnel. Et donc, il y a un véritable virage qui est pris aujourd'hui par l'AFD et d'autres organisations de développement, mais certainement nous, c'est un virage important qui est de maintenant se concentrer sur l'investissement institutionnel et l'investissement dans le capital humain. Nous aurons une question que je garde en stock de Christophe, justement. Je pense que c'est une question très intéressante. Je vous propose qu'on passe à la présentation de Magali, puis de toute façon, on reviendra. Moi, j'ai d'autres questions. On reviendra, j'imagine, sur ces sujets de la dépense publique et privée dans la discussion. Magali, je te passe la parole. Merci Henri, et merci pour cette invitation à participer à ce webinaire. Alors je vais commencer par préciser ce qui me fait parler aujourd'hui des agences régionales de santé, hein, derrière ARS et Agence régionale de santé. Alors moi, je vais en parler en tant que sociologue du travail, des professions et des organisations et des politiques publiques de santé. Et j'ai croisé des agents des ARS dans diverses recherches dans le secteur
du handicap, des politiques du handicap à l'échelon régional, dans aussi la question de l'évaluation actuellement du projet régional de santé d'une grande ARS, l'ARS Île-de-France, sur laquelle je pourrais revenir avec vous, et qui permet d'échanger avec des agents des ARS à différents niveaux, à différents échelons de ces organisations. Et puis par ailleurs, j'ai un intérêt aussi plus personnel de recherche pour certains de ces agents qui sont des agents d'un corps de l'État qui s'appellent des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale. Voilà, c'est à ce titre-là que donc je vais pouvoir vous parler des ARS. Je n'ai pas fait d'enquête particulière sur la gestion de crise dans les ARS, mais je pense qu'il y a quand même des choses à raconter sur ce que la crise fait aux bureaucraties et peut-être aussi ce que les bureaucraties ont pu faire à la crise, même si je pense avoir moins d'éléments là-dessus. Alors, pour commencer la discussion, alors, je suis bloquée sur mon... Excusez-moi. Je suis bloquée sur mon document. Mince. Je vais repartager l'écran. Oui, pas de souci. Voilà, ça y est. Voilà. Vous voyez correctement tous? Oui, ça va? C'est très bien, c'est très bien. Donc, mon questionnement va porter sur la résilience des ARS, parce qu'on a un petit duo à jouer là avec Patrick tout à l'heure sur la résilience des organisations hospitalières. Bon, on peut toujours discuter de ce terme de résilience, mais c'est une clé d'entrée intéressante. Et l'idée, c'était de discuter de la manière dont les agences régionales de santé étaient sorties de la crise sanitaire. Elles ont été très attaquées. Elles étaient déjà attaquées avant, dès leur origine, à vrai dire, pour leur lourdeur bureaucratique, pour leur manque de réactivité, alors qu'elles étaient censées être créées pour ça, pour renforcer la réactivité, la proximité avec les territoires. Et là, elles se sont pris de plein fouet les critiques des élus locaux, les critiques des préfets, les critiques de certains professionnels de santé, au point que certains agents des ARS et les médias se sont emparés de cette vague de ARS bashing, et que ça a occasionné des débats sur la réforme, voire la suppression des ARS. Vous avez vu que certains candidats à la dernière élection présidentielle suggéraient la suppression pure et simple de ces ARS. Et au bout du compte, aujourd'hui, la position des ARS apparaît peut-être consolidée. Justement, je suggère qu'on discute de cela, consolidée dans la mesure où leur gouvernance a été modifiée. On a introduit des élus locaux dans la gouvernance des ARS. On a essayé de renforcer aussi, j'y reviendrai tout à l'heure, l'échelon départemental de ces agences. Donc, une position en apparence consolidée, mais des organisations et des activités du côté des agents des ARS qui restent en tension, et puis une légitimité qui reste sans doute aussi fragile. Donc, c'est un petit peu de ça dont je voudrais discuter avec vous aujourd'hui. Alors, ça suppose de revenir au commencement des ARS, à leur création. Elles ont été créées en 2010 dans un contexte, dans un double, voire un triple contexte. Le premier élément de contexte, c'est la critique des anciennes administrations déconcentrées de l'administration sanitaire et sociale. Vous connaissez les anciennes DRAS et DAS, qui étaient les échelons régionaux et départementaux du ministère. Pourquoi elles sont critiquées, ces structures? Eh bien, pour être sous l'emprise, si on peut dire, de certains jeux d'influence locale. On retrouve les analyses classiques du pouvoir périphérique. Et donc, ce jeu d'influence locale aurait conduit à une offre de soins erratique, inégale sur le territoire, en termes d'offres hospitalières, en termes de médecins, etc. Et donc, il s'agirait, avec cette réforme de l'administration de la santé, pour l'État central, de reprendre la main pour insuffler une plus grande homogénéité de la politique de santé nationale sur le territoire. Ça, c'est un premier élément de contexte. Le deuxième élément de contexte, c'est que les ARS sont créées aussi dans une période où l'impératif dans les politiques de santé, c'est le resserrement de la pression budgétaire et un impératif de tenir l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Et les agences régionales de santé sont censées contribuer, c'est le terme utilisé dans leur texte de création, au respect de cet objectif national de dépenses d'assurance maladie. Et donc, l'une des premières missions, parmi les différentes missions de l'ARS, c'est finalement de participer à cet équilibre budgétaire en recomposant l'offre de soins. Ça, c'est un peu un terme cher à tous ces acteurs dans les ARS.
On reconfigure, ça veut dire qu'on mutualise, on fusionne des hôpitaux, on fusionne des établissements médico-sociaux, ça c'est dans le secteur du handicap et des personnes âgées, parce que cette mutualisation est censée dégager des marges d'action budgétaires et on essaye voilà, de réformer l'offre de soins. Donc impératif budgétaire très fort. Et puis, troisième élément de contexte peut-être, c'est que cette création des ARS, elle a tout de suite eu des oppositions en face d'elle, en particulier l'opposition du corps des préfets qui ont vu d'un mauvais œil l'apparition de ce mastodonte régional et qui se sont de manière assez récurrente opposés. En tout cas, ils ont été les premiers à critiquer les ARS. Alors, autre caractéristique de ces ARS, elles ont des missions très très larges, elles sont censées couvrir l'ensemble des politiques de santé, depuis la politique hospitalière dont on vient de parler, mais également la santé publique, les politiques de prévention, la sécurité sanitaire, la gestion des crises en partage justement avec les préfets, le secteur médico-social en partage avec les conseils départementaux, donc des missions vraiment très très larges au point que l'on peut se demander si les ARS sont suffisamment armées en termes de compétences et d'organisation pour répondre à toutes ces missions. Voilà, en tout cas, c'est une question qui peut se poser. Et puis, elles étaient censées aussi, autre impératif des ARS, à la fois, vous voyez qu'elles ont été créées pour renforcer finalement la main de l'État sur les territoires avec des priorités nationales très affirmées, mais en même temps, l'ancrage local était important. Elles étaient censées à la fois s'éloigner des intérêts locaux, mais prendre en considération les vrais besoins populationnels en termes d'offres de soins et de réponse et d'accès aux soins et de lutte contre les inégalités de santé. Donc tout ça, ça fait beaucoup de missions à remplir pour une seule et même administration. Autre caractéristique des ARS, j'ai noté que c'était des objets administratifs difficiles à identifier parce que le caractère d'agence leur confère une certaine autonomie, en particulier en termes de budget et en termes de possibilités de recrutement, mais on peut se demander s'il ne s'agit pas là d'une autonomie en trompe-l'œil. Elles sont, ces ARS, pilotées par l'échelon national. Il existe un comité national de pilotage des ARS qui est animé, je vais vous donner beaucoup de sigles, j'y reviendrai éventuellement plus tard. Ce comité national de pilotage est animé par un secrétariat général des ministères sociaux qui coordonne les directions d'administration centrale pour voilà, homogénéiser la politique de santé et donc qui donne des instructions aux ARS, des priorités de la politique nationale à ajuster sur les territoires régionaux. Donc c'est une autonomie, mais qui est quand même inscrite dans une certaine verticalité, sans parler du fait, assez connu maintenant, que les directeurs généraux de ces ARS sont nommés en conseil des ministres et qui peuvent sauter tous les mercredis. Ils aiment bien rappeler cela quand ils parlent de leur statut. Donc, on peut se demander avec Frédéric Pirru, qui a déjà produit des analyses sur les ARS, si on n'a pas là une position structurellement intenable entre l'État central et les territoires. Alors, si on rentre maintenant un peu plus dans la machine organisationnelle, on a affaire à des organisations bureaucratiques. Je précise qu'on a aujourd'hui 17 ARS en France. Hein. Leur nombre a été réduit du fait de l'apparition des grandes régions. Ce sont des organisations de cadres, d'experts qui ont chacun leur forme de spécialisation. Il y a des spécialistes de l'hôpital, des spécialistes du handicap, des spécialistes de la santé publique. Il y a également des professions médicales. Hein. Bon, je n'insiste pas trop là-dessus. Ce qu'on peut dire aussi, vous voyez, j'ai donné quelques images. Là, on a les ARS de Rhône-Alpes et de Paris. Ça ressemble à des administrations. Ça peut ressembler aussi à des sièges de grandes entreprises. Et parfois, ici, ces deux ARS sont plutôt des grandes organisations. En tout, il y a 900 ETP dans les ARS. En 2012, il y en a 8300 aujourd'hui. C'est déjà un indicateur d'une certaine tension sur les effectifs. Et là, je vous ai présenté deux ARS qui ont chacune autour de 900, voire 1000 agents. Autre élément que l'on peut donner sur l'organisation de ces agences, c'est qu'elles sont organisées de manière assez hiérarchique entre un siège régional qui est très étoffé, dans lequel se trouvent aussi en termes de division symbolique du travail les fonctions et les services les plus prestigieux. C'est là où l'on fait carrière aussi, hein, dans les sièges de ces agences. Et en termes, un indicateur de la force de ces sièges et de la concentration des activités dans les sièges régionaux,
par rapport à l'échelon départemental, c'est la répartition des ETP entre le siège et les départements. C'est à peu près 55% en moyenne, 55% des effectifs au siège et 50% dans les régions, même si ça dépend des régions, mais c'est un indicateur fort du poids de cette centralisation, associée à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le poids de ces directeurs généraux. Et je vais passer un petit peu vite là-dessus. Pour dire quand même voilà, le rôle un peu plus périphérique des délégations départementales qui a été souligné dès les premiers travaux de Frédéric Pirus sur les ARS au moment de leur mise en place et qui est souligné à nouveau dans un récent rapport parlementaire en 2021 à l'issue de la crise sanitaire, je vais citer cette expression qu'on trouve dans le rapport de l'Assemblée nationale. Les ARS sont aujourd'hui des technostructures inaccessibles, éloignées du terrain et des problématiques concrètes des acteurs locaux. La phrase est assez cinglante et voilà, l'indicateur du partage des ETP va à l'appui de cela. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mouvements un peu en sens contraire. La crise sanitaire, je vais peut-être y revenir, a renforcé plutôt cet échelon départemental il y a souvent dans les ARS, dans l'ARS Île-de-France par exemple, ce qu'ils appellent en management un double mouvement, c'est-à-dire le siège lâche un peu et donne de l'autonomie aux délégations départementales et ces délégations départementales prennent des initiatives et gagnent aussi en autonomie. Autre indicateur de ce mouvement, c'est que les directeurs ceux qui étaient jusqu'à présent les délégués départementaux à l'échelon départemental, ont maintenant acquis le statut de directeur et siègent dans les comités exécutifs des ARS. C'est une nouveauté de la sortie de crise sanitaire qui témoigne d'une volonté politique de renforcer cet échelon et de le rapprocher des territoires. Je poursuis en rentrant un peu plus encore dans le fonctionnement de ces organisations, en allant voir du côté de l'activité concrète de travail des agents des ARS, qui est une activité en tension, avec des tensions verticales, c'est la suite de ce que je viens de vous évoquer, entre le siège et les délégations départementales. Donc là, je vous livre quelques extraits d'entretien passés avec des agents qui sont dans les délégations départementales, qui s'occupent de dossiers. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces personnes? Eh bien, par exemple, ils suivent les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens qui sont passés avec des opérateurs dans le secteur de la santé, dans le secteur du handicap. Ils contribuent aussi à monter, par exemple, des maisons de santé pluriprofessionnelles. Donc, c'est ça qu'ils font, ces agents. Et ils disent qu'ils sont parfois placés en porte-à-faux par rapport à leur délégation régionale. Par exemple, tu as bossé tous tes arguments et le directeur de l'hôpital, il appelle le DG qui dit oui. Après, on a l'air de quoi? On peut toujours être court-circuité. Ils disent, voilà, c'est cette jeune inspectrice qui vient de prendre son poste, qu'on met sur un poste un peu compliqué, et elle dit, voilà, en fait, on joue un rôle de tampon entre les acteurs de terrain, les opérateurs, les professionnels de santé qui ont des projets et qui nous réclament des budgets, et nous, on essaye de vendre, en fait, leurs revendications auprès du siège, et on est dans l'attente du siège, de la réponse du siège là-dessus. Donc ça, c'est les difficultés d'être court-circuité, de ne pas être forcément reconnu dans son travail mené auprès des acteurs de terrain, ce qui est demandé aux agences régionales de santé, d'être court-circuité par le niveau régional. Il y a également des tensions plus horizontales, puisqu'il est demandé dans les politiques publiques de santé de plus en plus de transversalité, de coordination entre différents services, notamment par exemple pour les questions de dépendance, eh bien, sont impliquées à la fois les directions qui s'occupent de l'offre de soins hospitalières, les directions de l'autonomie qui s'occupent plutôt des questions de dépendance, et la transversalité, elle n'est pas si évidente, parce qu'au niveau national, le ministère est toujours organisé en tuyau d'orgue, pour reprendre l'expression un peu consacrée chez les acteurs de la santé. On a le handicap d'un côté, les personnes âgées de l'autre, l'hôpital de l'autre, et à côté encore, la médecine libérale, les soins primaires. Or, parfois, pour monter des projets, on a besoin de coordonner tous ces acteurs. Et là, cette directrice d'une délégation départementale d'ARS, qui, elle, prend des initiatives à son niveau, s'estime très autonome dans ce qu'elle fait, elle dit en même temps, il faut comprendre les acteurs de terrain, il faut comprendre leurs critiques à l'adresse de l'ARS parce qu'on n'est pas aussi transversaux qu'ils ne le sont eux-mêmes sur le terrain. Il y a une fragilité, dit-elle, du côté de l'agence avec
aussi notre travail d'ARS qui change. On n'est plus sur une logique administrative où on gère des dossiers. On est censé animer le territoire, construire des réseaux d'acteurs, alimenter des relations entre eux. Et c'est un métier que ces ARS sont en train d'apprendre, enfin que les agents des ARS sont en train d'apprendre. C'est un changement de culture aussi de métier qui se joue aujourd'hui et qui a sans doute renforcé la crise sanitaire. Alors justement, venons-en aux ARS en sortie de crise. A-t-on affaire à une position consolidée? D'une certaine manière, oui, parce que la crise sanitaire a consolidé certains liens. Les liens avec les préfets, qui sont les premiers critiques des ARS, je l'ai rappelé, se sont renforcés, notamment à travers l'organisation des premières cellules de crise. Alors, il y en avait déjà avant, hein, pour l'organisation des grands événements, par exemple, sportifs. Je pense à la Coupe du Monde à Lyon, par exemple, je sais qu'il y avait une cellule de crise pour l'organisation de ces événements, mais voilà, autour de la crise sanitaire, les ARS se sont organisées, ont répondu présent, elles ont été assez agiles de ce point de vue-là. Renforcement des liens avec les élus, même s'ils se sont faits à coups de conflits et de vols de masques sur les tarmacs des aéroports, je ne sais pas si ça vous rappelle des choses, mais bon, voilà. Et puis certains acteurs de terrain également, puisque voilà, ça a été l'occasion de créer de nouveaux liens avec les départements aussi. Et les ARS montrent aussi une certaine réactivité. Par exemple, je pense à l'affaire Orpea. Eh bien, tout de suite, le ministère a demandé aux agences de faire des inspections sur le pouce et elles les ont faites en faisant pas forcément uniquement des inspections sur Orpea d'ailleurs, mais sur d'autres, en saisissant l'occasion d'aller voir d'autres organisations. Mais des tensions qui persistent. Tension sur les effectifs. Magali. Ouais. Et juste. Il nous faut conclure. Je conclue en disant que ce n'est pas étonnant qu'elles aient été victimes de tous ces blâmes parce que leur position est assez intenable. Et donc, c'est sans doute un peu facile aussi de taper sur les ARS. Voilà, leur position fait que ce sont des bons clients pour le blâme. Voilà, je passe la main à Patrick. Désolée d'avoir été un petit peu longue, mais je crois qu'il va continuer sur la question de la résilience. C'était passionnant. Je propose que je réserve mes questions, que nous réservions nos questions pour juste après l'intervention de Patrick, effectivement, qui est aussi qui va répondre à certains points avec la tienne. Voilà. Vous voyez bien mon écran. Donc, merci aussi pour l'invitation. Alors, j'ai intitulé ma petite intervention des hôpitaux en crise, des hôpitaux face à la crise, car si vous vous souvenez, même si déjà ça semble loin, finalement, la crise Covid a fait oublier certaines choses. Au moment où la crise Covid commence, on est en pleine effervescence dans les hôpitaux avec le collectif inter-hospitalier, le collectif inter-urgence. On a des démissions de chefs de service, dont à l'hôpital de Mulhouse, qui va être l'un des premiers hôpitaux français à être touché de plein fouet par le Covid. Et donc, quand la crise Covid commence, on est dans une crise des hôpitaux. Et ces hôpitaux vont être finalement perçus dans un premier temps et longtemps comme la meilleure arme finalement contre le Covid, du moins jusqu'à ce que le vaccin... des vaccins efficaces voient le jour. Et à la sortie de la crise, de nouveau, on assiste à cette crise hospitalière, la crise des vocations. On a beaucoup de gros titres. Ce matin, les radios faisaient leur une sur le mouvement hospitalier qui précédait le grand mouvement demain, jeudi plutôt, interprofession. Pourquoi, donc, si on fait un retour en arrière et si on s'inscrit dans le temps long, moyennement long, mais au moins depuis les années 60-70, en fait, donc on est encore dans les 30 glorieuses, l'hôpital est devenu le pivot du système de santé français. C'est assez récent, hein, c'est-à-dire que 18e, 19e siècle, l'hôpital était plutôt s'occuper de la charité, n'était pas encore le cœur de la réponse sanitaire en France. Et puis petit à petit, l'hôpital est devenu donc le pivot avec notamment la dernière, la grande loi ordonnance de 58 qui crée les centres hospitaliers universitaires et qui réforme à la fois les études médicales et qui crée le plein temps hospitalier. Depuis, finalement, les hôpitaux ont été traversés de nombreuses réformes
Et en fait, avec Henri Bergeron, là, avec qui on a cette présentation s'appuie beaucoup sur des recherches communes ou des réflexions communes, faisant une revue un peu de littérature sur ce qui s'est passé comme réforme depuis des décennies. On a proposé une forme de typologie des grands instruments de politique publique qui ne s'excluent pas, bien sûr, au contraire, ils s'articulent, qu'on voit de manière récurrente, même si, évidemment, chaque période a sa spécificité. Le premier grand type d'instrument, finalement, et Magali l'a illustré avec les agences régionales de santé, finalement, consiste à, on va dire, un mécano organisationnel, c'est-à-dire qu'il s'agit de transformer les relations entre les organisations, les parties prenantes, les professionnels des systèmes de santé. On le retrouve au niveau national avec des analyses qui montrent finalement une reprise en main, entre guillemets, de l'État dans le pilotage de l'assurance maladie, et ça fait aussi écho à la première présentation d'Agnès Souka, donc cette reprise des pouvoirs publics finalement sur la régulation des systèmes de santé au détriment des partenaires sociaux. On le retrouve au niveau régional, comme Magali vient d'insister dessus, et on le retrouve au niveau plus local, avec quantité de réformes sur lesquelles on pourra revenir, qui visent la médecine de ville depuis quelques années et depuis plus longtemps l'hôpital, avec la création de réseaux interhospitaliers, de groupements hospitaliers de territoire, de pôles hospitaliers. Là aussi, on pourra revenir dans les questions, mais ce qui est frappant, c'est cette focalisation sur l'idée qu'en transformant des organisations formelles, en fusionnant, là aussi, ça fait vraiment écho à ce que disait Magali, en fusionnant des services, en transformant les responsabilités formelles, eh bien, on allait améliorer le fonctionnement du système de santé. Deuxième grand type d'instrument, c'est la maîtrise et la réduction des dépenses de santé, et c'est sans doute, je ne vais pas insister dessus, parce que c'est sans doute la focale notamment des médias. C'est aussi un grand sujet évidemment de revendication des hospitaliers, et sans doute à bon droit, avec cette nombreuses mesures qui visent finalement à essayer de maîtriser ou réduire les dépenses de santé, avec, in fine, des résultats fort limités. Si on retrouve là aussi la première présentation au niveau macro, on voit au contraire une augmentation des dépenses de santé, et donc cette course d'avant pour essayer de maîtriser ces dépenses qui, de toute façon, ne cessent d'augmenter. Troisième grand type d'instrument vise finalement l'amélioration de la qualité des soins. Certains nombres d'entre vous, chaque année, il y a les palmarès hospitaliers, il y a l'accréditation des hôpitaux, il y a la certification des professionnels, etc., et tout un ensemble d'instruments qui visent là-dessus. Un point qui nous a frappé avec des collègues, notamment du CSO, avec qui on travaille là-dessus, mais aussi Magali, avec qui on a pu discuter et collaborer sur d'autres projets, c'est la question de la coordination qui s'est imposée dans l'agenda finalement public comme un impératif, comme une norme. Il s'agit de mieux coordonner les acteurs, et la dernière loi Ma Santé 2022, dans les premières lignes, met cet accent en disant finalement Ma Santé 2022, l'amélioration de l'état des patients reposera sur une meilleure coordination. Donc, la crise du Covid intervient donc dans ce cadre où il y a de forts mouvements contre ces réformes des précédentes décennies. Et avec des collègues, et en particulier avec Henri, on a été frappés d'abord dans un premier temps par les récits dans les médias, et puis après en direct en menant une enquête à chaud dans les services hospitaliers par visioconférence, parce qu'à l'époque, on était vraiment confinés, il n'était pas question de bouger. On était frappé par quelque chose qui nous a surpris en tant que sociologue des organisations et connaissant un peu ces ensembles hospitaliers, c'est finalement l'hôpital semblait se caractériser par une grande collaboration entre tous les professionnels, alors que l'hôpital, comme toute organisation, ça n'a pas de spécificité, est traversé évidemment de conflits entre professionnels, entre services. Et à l'occasion de la crise Covid, on a eu finalement une grande mobilisation. Alors à la fois effectivement les professionnels, malgré les incertitudes des premiers temps, et on était passé de la grippette à Ebola, et donc il y avait des fortes incertitudes sur la vie même des professionnels de santé,
se sont mobilisés. Il y a eu pas, et donc il y a eu ce mouvement. Mais ce qui était encore plus notable, c'était finalement des services coopérés, y compris des services qui étaient précédemment plutôt en conflit. Par exemple, les anesthésistes réanimateurs et les réanimateurs médicaux, qui sont deux branches, pas dans tous les hôpitaux, mais dans de nombreux hôpitaux, étaient des services qui étaient plutôt en conflit et qui, là, ont collaboré pendant cette crise. Les urgences, qui avaient du mal à travailler avec les autres services hospitaliers parce qu'ils avaient du mal, par exemple, à transférer des patients qu'ils recevaient, ben là, finalement, les relations sont fluidifiées. Donc, in fine, quand on faisait des entretiens, entre avril et juin, et jusqu'en septembre, les différentes catégories de professionnels vivaient ça comme une expérience incroyable de collaboration entre tous les professionnels. Alors, je parle surtout du niveau, entre guillemets, du pilotage, c'est-à-dire que c'est sans doute moins vrai, il faudrait être plus fin, et pour tout ce qui est des autres professionnels, notamment les aides-soignantes et aides-soignants, certaines infirmières et infirmiers, mais tous les cadres de santé, certains infirmiers et infirmières qui étaient impliqués dans l'organisation des soins, les médecins et le management hospitalier ont vécu ça comme finalement un moment, une parenthèse où tout le monde travaillait de concert. Donc, je vous ai mis quelques extraits d'entretien, et que tous nos entretiens disaient finalement c'était formidable cette période-là, c'était à la fois la meilleure expérience de notre vie et la pire, évidemment, parce qu'on était confronté à la mort tous les jours, mais in fine, c'était exceptionnel. Avec, voilà, juste, j'attire votre attention sur la deuxième, l'hôpital est redevenu un lieu de vie. C'est assez particulier de dire ça. La personne était un peu mal à l'aise de me dire ça, évidemment, hein. Surtout que j'étais confiné. On était non confiné dans un monde confiné, ce qui était humainement assez agréable. Alors, comment expliquer finalement cette collaboration? Dans les médias, finalement, on a mis, et les professionnels aussi ont relayé ça, on a mis en avant un esprit de dévotion, l'éthique du soin, l'exceptionnalité de la crise. Mais comme vous l'avez peut-être vu dans la troisième citation, on nous a dit par exemple la canicule où pendant quelques semaines, il y a eu énormément de morts. Ben, tous les hôpitaux n'ont pas vécu ce niveau de collaboration entre médecins, cadres de santé. Donc, l'exceptionnalité de la crise n'explique pas tout. Et elle n'explique pas d'autres éléments, d'autres éléments qui sont arrivés dans les hôpitaux et sur lesquels je viendrai. Encore une fois, évidemment, l'éthique, l'esprit de dévotion explique sans doute que les professionnels n'aient pas compté leurs heures et accepté de travailler avec un moment où on ne savait pas encore s'ils auraient le lendemain des masques, on ne savait pas. Donc, loin de moi l'idée de nuancer cette importance de l'éthos, mais en revanche, il n'explique pas la coopération. Et en fait, en analysant nos entretiens, et ça a été poursuivi après dans d'autres hôpitaux, finalement, il y a eu certains facteurs qui ont expliqué cette coopération. Bon, le premier, c'est le « quoi qu'il en coûte ». Tout le monde, dans chaque entretien, on nous a parlé de ce « quoi qu'il en coûte ». Quand ils ont entendu Emmanuel Macron dire à la télévision, lors de son discours « quoi qu'il en coûte », tout le monde a compris que le contrainte budgétaire serait suspendue. Deuxième point, il y a eu un renversement finalement de la hiérarchie, et finalement le management hospitalier a largement délégué aux médecins et aux soignants l'organisation des hôpitaux. Et finalement, soit il a entériné, soit est resté très en retrait, mais dans un certain nombre d'hôpitaux, finalement, il a entériné ou il a participé aux discussions, mais en fait, c'était les médecins qui étaient au cœur et les cadres de santé qui étaient au cœur de l'organisation de crise. Troisième, les deux autres facteurs qui sont assez liés, hein, enfin, qui se rejoignent, c'est que finalement le plan blanc et puis le confinement a fait que finalement il n'y a eu qu'un seul type de patient pendant un moment, qui était le Covid, et finalement on a arrêté de faire les autres activités. Et donc, un des soucis, une des tensions au sein de l'hôpital, qui est l'accès aux patients, captation des patients, l'accès aux lits, etc., était suspendu finalement, puisqu'on était tous dirigés vers un seul type de patient, les patients Covid.
Cinquième type, finalement, les professionnels reconnaissaient que finalement les familles dans les services, et c'était vrai aussi dans les EHPAD, hein, je commence à faire des entretiens et ça ressort aussi. Évidemment, c'est un élément important de la vie, mais aussi c'est avoir les familles dans les couloirs, ça perturbe aussi l'organisation routinière des soins. Et en fait, suspendre là aussi, les familles ne pouvaient pas rentrer, sauf avec un contrôle étroit des professionnels, a sans doute aussi fluidifier l'organisation, la réponse aux urgences. Et c'est important ces 5 facteurs parce qu'ils ne sont pas présents au tout début de la crise. Et donc, on nous raconte qu'avant que les vagues, donc c'est au début, les 15 premiers jours de mars, que les hôpitaux soient submergés, il y a eu des tensions entre réanimateurs et anesthésistes, qui seraient finalement les responsables de la crise, entre les internistes, certains infectiologues, qui seraient les principaux responsables de la réponse. Puis, malheureusement, de façon tragique, les hôpitaux ont été débordés. Et donc, ces conflits ont vite cessé parce que finalement, il y avait trop de patients, évidemment. Dans le cas de la recherche clinique, ce qui était frappant, c'est que les mêmes médecins qui avouaient qui se félicitaient d'avoir collaboré sur le soin, reconnaissaient dans les mêmes entretiens qu'en fait, ils n'avaient pas du tout collaboré sur la recherche clinique parce que là, il y avait finalement une concurrence sur qui allait être le premier à signer les publications, qui allait avoir accès au financement, etc. Et donc, cette concurrence n'était pas suspendue dans la recherche clinique et finalement, les mêmes personnes, avec le même ethos, d'un côté collaboraient et de l'autre étaient en forte concurrence. Et ces 5 facteurs, évidemment, ont peu à peu disparu au fur et à mesure des vagues. Et dès 2020, on a entendu finalement des cris aussi dans la presse où finalement les professionnels, certains professionnels disaient qu'il y avait c'était très dur au sein de l'hôpital. Alors c'était effectivement dur parce qu'on espérait, un certain nombre d'entre eux espéraient qu'il n'y ait qu'une vague. Donc effectivement, il y a ce côté, on s'est dépensé pendant 3 mois, 4 mois, et on espérait ne plus y revenir. Donc il y a ce côté de lassitude, mais aussi c'était tendu parce que finalement, la hiérarchie hospitalière est revenue, les tensions budgétaires, on a commencé à refaire attention à ce qu'on dépensait et il fallait gérer les Covid et les non-Covid. Il n'y avait plus un seul type de patient à l'hôpital. Dernier élément de conclusion, finalement, et on y reviendra dessus, la crise finalement a révélé, c'est assez frappant et assez triste d'un certain côté, quand on fait des retour d'expérience avec des agences ou des professionnels, finalement, ce n'a pas été une grande découverte. C'est-à-dire que le virus a fait mal là où on savait que la France était mal préparée. C'est-à-dire qu'on a rejoué finalement la faiblesse de la santé publique au contraire du curatif. Et c'est certes l'hôpital qui a fait la première digue, mais la santé publique a mis beaucoup de temps à revenir et grâce au vaccin, elle est redevenue en position, mais pendant très longtemps, elle était aux abonnés absents par rapport finalement aux hôpitaux. On a vu aussi que l'hôpital est à la fois central et fragile, puisque c'était lui qui devait arrêter finalement la première vague, et il y avait beaucoup de mal à mettre en place d'autres digues, que ce soit la médecine de ville, à part dans certains endroits où une collaboration préexistait entre l'hôpital et la médecine de ville. Le médico-social était très isolé du sanitaire, etc. Donc, cet hospitalocentrisme, finalement, c'est à la fois c'est le talon d'Achille et la principale ressource du système de santé français. Et in fine, ce qu'on peut se demander, c'est l'hôpital, ce n'est pas un problème endurant de la France au sens d'un politiste sociologue qui s'appelle Geoffrey Edoux, qui a travaillé sur d'autres choses que les systèmes de santé, qui identifie finalement des problèmes qui persistent au cours des périodes, de différentes périodes, sur de longues périodes historiques, et qui mobilisent à chaque fois de nombreuses organisations professionnelles, etc., et qui mobilisent à la fois l'attention et des ressources matérielles et cognitives. Et dans le cas de la France, qui est frappant, c'est, comme je vous le dis, au moins depuis 1958, avec la grande réforme des CHU, qui ne s'est pas fait sans difficulté, qui a été un vrai point d'achoppement, de conflit dans les hôpitaux. Finalement, on a
cet hôpital qui est toujours finalement un problème et qui mobilise énormément d'énergie, énormément positive ou négative, pour proposer des réformes ou pour s'y opposer, et finalement laisse dans l'ombre d'autres grands pans du système de santé qui sont plus finalement la santé publique, la santé dans les écoles, la santé au travail ou la santé dans les universités. Et donc ça, c'est une caractéristique des problèmes endurants finalement, c'est que ça met l'attention là-dessus, et à bon droit, hein, quand j'étais professionnel de santé, à l'hôpital, sans doute que je me mobiliserais, mais in fine, c'est au détriment aussi d'autres perspectives de santé publique. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Patrick. Il y a beaucoup d'éléments de présentation, de conclusion que tu proposes avec lesquels je ne suis pas d'accord, mais j'y reviendrai. Je plaisante, bien sûr. Nous allons pouvoir entamer notre moment de discussion. Alors, Christophe, je crois que vous aviez une question à poser à Agnès. Peut-être c'est le plus simple que de le faire directement, même si elle est dans le chat. Et j'invite bien sûr toutes les personnes présentes à nous signifier leurs questions dans le chat pour qu'on commence à discuter sur ces 3 présentations. Merci beaucoup Henri, et merci à tous, c'était passionnant. Pour effectivement rebondir sur la présentation d'Agnès, d'abord, en tant qu'indianiste, je me reconnais tout à fait dans le portrait que vous avez dressé de l'évolution des dépenses de santé dans les pays du Sud, pour faire bref, hein, et dans le cas indien, ce que je trouve toujours troublant, c'est que la dépense de santé privée continue bien sûr à l'emporter, mais n'est pas prioritaire par rapport à d'autres dépenses d'éducation, par exemple. Et ça, c'est très spécifique, je pense. Ma question, elle portait sur cette dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure. Pour garder mon terrain indien comme point de référence, je suis frappé de voir le rôle que la Gates Foundation finit par jouer dans ce pays, au point qu'on se demande si il pourrait y avoir encore un programme de lutte anti-sida si la Gates Foundation pliait bagage. Enfin, j'exagère à peine en vous posant cette question, mais si vous pouviez nous préciser si cette aide extérieure n'est pas en train d'être privatisée, elle aussi, de plus en plus, et si oui, quels sont les acteurs et puis éventuellement quels sont les risques? Oui, malheureusement, c'est une question extrêmement importante parce que malheureusement, la réponse courte, c'est oui. La santé mondiale et le financement de l'aide au développement est extrêmement dépendant de la Fondation Gates et de la personne, Bill Gates. Parce qu'en fait, il est à l'origine de tous les mécanismes de financement spécifiques, disons. Non, il n'est pas à l'origine des financements plus anciens qui viennent d'institutions, en particulier les institutions financières, par exemple. Ça, il n'a peut-être pas très peu d'influence sur la Banque mondiale ou sur les banques de développement. Mais tout ce qui a été nouvelles institutions créées depuis 2 décennies, que ce soit le Fonds mondial, Gavi, CEPI, qui est donc un fonds d'innovation sur les vaccins. Il en est à l'origine, il recherche les partenariats et les fonds, il est un avocat, il est en contact étroit avec les chefs d'État pour assurer le financement de ces mécanismes. Et la Fondation Gates est absolument dans tous les mécanismes de santé mondiale, jusqu'au point où je crois, et en tant que chercheur, ça nous interroge beaucoup, où il finance le milieu académique, qui a beaucoup de mal à écrire des choses qui vont à l'encontre des visions de la Fondation Gates. Ce n'est pas facile du tout pour les académiques de se mettre en porte-à-faux avec les positions de la Fondation Gates, parce qu'ils financent toutes les universités qui travaillent sur la santé mondiale. Et ça va plus loin, puisque, et donc là, il y a eu plusieurs articles maintenant dans des journaux américains, hein, The Atlantic en particulier. Il y a en particulier un journaliste qui fait un travail d'investigation assez remarquable et qui va sortir un livre très bientôt,
et en fait où la Fondation Gates et Bill Gates en particulier a créé son propre institut de statistique, qui est le IHME, le Institute of Health Metrics, et qui produit des estimations qui ne sont pas donc qui sont pas des données pays, mais qui sont des données qui sont fabriquées à Seattle pour informer Bill Gates, et qui sont en fait c'est maintenant un département, c'est un institut de l'université de Washington, de UW, mais qui est entièrement financé par Bill Gates et par des intervenants privés, et qui a des intérêts financiers avec des journaux scientifiques comme le Lancet, qui publie le Burden of Disease. Et il y a beaucoup de questions sur ces chiffres. Et en tout cas, sur la partie que moi je connais très bien, qui est donc la partie des dépenses de santé, donc le Institute of Health Metrics, et avec les financements de Bill Gates, produit régulièrement des rapports avec des chiffres qui sont complètement fantaisistes. Et on a essayé de démontrer plusieurs fois et de tenir la rampe sur les chiffres corrects. Mais il n'y a pas, en fait, aujourd'hui, dans le monde de l'aide au développement, il n'y a pas d'institut d'évaluation indépendant. Tout est dépendant de la Fondation Gates. Et je parle aussi, l'autre exemple, donc sur les dépenses de santé, on a déjà écrit et on écrira encore, parce que les chiffres sont vraiment tout à fait fantaisistes. Mais il y a par exemple des chiffres comme parler de 44 millions de vies sauvées par le Fonds mondial, qui sont des chiffres sur lesquels il n'y a pas d'évidence scientifique digne de ce nom, et où on parle en fait d'un mélange des genres entre la science et le plaidoyer. Le plaidoyer pour des financements. Et puisque vous parlez de l'Inde, je crois que là, on a eu donc la dernière mouture de la vision de la Fondation Gates sur la santé mondiale, qui était ACTA et COVAX, et qui effectivement, je pense qu'une des raisons de la relation très forte entre l'Inde et la Fondation Gates, c'est qu'il a fait la promotion à travers Gavi, la promotion de Serum Institute of India comme le fournisseur mondial de vaccins. Et donc, avec une idée, donc une vision philosophique qui est sur la table, qui est très claire dans ses écrits et dans ses communications, qui est une vision d'un monde globalisé et très tiré par le secteur privé. Et donc, on a bien vu que dans le cas du vaccin Covid, que cette vision d'un monde uber centralisé, disons, dans lequel quelques personnes dans le monde décident de qui va produire le vaccin, qui va l'acheter, quelle quantité, quel vaccin et quelle quantité vont recevoir les pays, à un moment se heurte au principe de réalité, que les pays ont différentes contraintes, qu'ils ont différents besoins, et qu'en fait, dans le monde de demain, on aura besoin de beaucoup plus de diversification dans la production de produits de santé, et qu'il y a un grand risque à s'attacher à des productions monopolistes. Donc, je crois que c'est vraiment un sujet, dont se sont emparés les journalistes d'investigation, mais encore pas tellement les chercheurs, parce qu'il y a ce problème. Donc peut-être les chercheurs en économie politique ont moins de conflits d'intérêts, de financement, et pourront peut-être s'attacher un peu à cette problématique. Mais je crois que c'est clair que la crise Covid a mis en lumière les faiblesses de la vision du monde de Bill Gates, entre autres également, peut-être je n'ai pas mentionné, une vision d'éradication maladie par maladie, puisque Bill Gates a aussi financé l'OMS pour l'éradication de la poliomyélite. Et là aussi, c'est une vision qui peut se questionner. Est-ce que vraiment, dans un monde de changement climatique et d'émergence et de réémergence de nouveaux risques, est-ce qu'il faut attaquer chaque maladie une par une, ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt investir dans la recherche, les institutions et les systèmes pour pouvoir faire face à n'importe quel type de crise?
Voilà. J'espère que Merci je ne suis pas beaucoup. trop dure. Non, c'est passionnant, c'est passionnant. Peut-être tous les trois, pour essayer de faire un pont entre des regards qui sont quand même différents, il y a quand même, dans les trois cas, sont pointés les difficultés de la centralisation des décisions sur une question qui est vraiment un bien public essentiel. Donc Agnès, vous l'avez souligné, avec un acteur privé qui fait la pluie et le beau temps avec ses sous sur des sujets d'importance, de manière non démocratique, au sens des décisions ne sont pas prises par des institutions qui sont équipées, qui représentent d'une manière ou d'une autre des citoyens. Magali, tu l'as dit, hein, une lignée hiérarchique très importante. On l'a aussi vu sur la crise Covid. Hein. On sait bien que le locus de la décision politique en France sur la crise Covid a été le président de la République. D'abord, très lié au conseil scientifique, et puis un triumvirat qui est représenté par lui, son ministre de la Santé et son Premier ministre, et puis ensuite après dans le Conseil de défense. Et puis Patrick, tu le montres en fait d'une certaine manière à l'inverse, en montrant que quand finalement le centralisme managérial au sein de l'hôpital, je n'ai pas envie de proposer des recettes managériales un peu faciles, mais lève son empreinte et sa volonté de contrôle des décisions et laisse les soignants s'organiser en fonction aussi des réalités du terrain, eh bien on a quelque chose d'assez à la fois inédit et nécessaire qu'est la coopération pour produire du soin. Et ce que ça ne veut pas dire donc qu'il faut, qu'il est autant important de pousser, de travailler sur l'augmentation, j'ai envie de dire, des capacités. Donc, on a vu des dépenses, des équipements, peut-être une plus grande fiscalisation. D'ailleurs, Agnès, je serais intéressée de savoir s'il y a des pays qui, en augmentant la couverture prise en charge par le public ou la solidarité, choisissent quand même aussi de développer un système de cotisation, ou si c'est tous de la fiscalisation par l'impôt. Donc, est-ce qu'on ne doit pas aussi beaucoup travailler sur ces questions, finalement, à la fois de la production d'une décision plus démocratique et sur l'organisation de la coopération entre acteurs? J'ai visiblement pas été très clair. Si, moi, en tout cas, pour ce qui me concerne, ou je finissais le PowerPoint par une question, finalement, est-ce qu'on tirera les leçons de ça? C'est-à-dire qu'évidemment, il y avait une situation, quoi qu'il en coûte ne veut pas être évidemment maintenu dans le temps, hein. On ne peut pas non plus suspendre la prise en charge des autres patients, surtout qu'on a vu les effets du premier confinement finalement sur les retards de prise en charge et donc finalement le coût indirect de ce confinement. En revanche, ce qui est frappant et ce qui nous questionne, et donc là, Henri aussi, hein, évidemment, c'est que ces professionnels ont vécu un moment, une parenthèse, où ils se sont dit, tiens, finalement, avec mon directeur financier, avec ma directrice générale ou mon directeur général, j'ai réussi à collaborer. Tiens, avec mon autre service, j'ai réussi, avec cet autre service, j'ai réussi à collaborer. Et réciproquement, hein, c'est-à-dire des managers hospitaliers qui nous ont dit, ah bah, c'est incroyable, on a réussi à travailler entre médecins, avec des médecins, etc. Et finalement, on a mis tout de suite le couvercle. Il n'y a pas eu vraiment de leçon approfondie, de dire bah, finalement, qu'est-ce que, dans des situations normales, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut garder pour améliorer le fonctionnement actuel? Et nous, on a pas mal de témoignages de professionnels qui disent que la fuite des professionnels de santé, c'est certes sans doute les contraintes de moyens, etc., mais il y a aussi une partie qui est liée à ce désarroi en disant bah, finalement, on a vécu un moment où on s'est rendu compte que c'était possible de collaborer. Et maintenant, on retombe finalement dans le conflit. Et certains, finalement, quittent le navire aussi pour ces raisons-là. Donc, ça invite évidemment à repenser ce qu'aujourd'hui, sur des grands termes, on parle de gouvernance, c'est-à-dire
la loi HPST, donc en 2009, qui a créé les pôles et qui a finalement renforcé la direction hospitalière au détriment finalement de la ligne médicale, même si les médecins n'ont pas perdu totalement leur pouvoir. En revanche, ça invite à repenser les relations d'organisation, enfin les relations qui président aux organisations très concrètes et à quel niveau, quelles décisions doivent être prises. Et autant au niveau national, et je m'arrête là, on a vu une hypercentralisation, même si après on a vu aussi des initiatives locales, mais qui sont passées un peu finalement, qui n'ont pas été publicisées. Donc ça ne veut pas dire non plus que toutes les actions de tous les acteurs ont été décidées, sont des résultats de la décision, mais en tout cas on voyait une très forte centralisation, alors qu'à l'hôpital, ils ont beaucoup fonctionné par forme de subsidiarité, c'est-à-dire qu'à des moments, même la cellule médicale de crise disait voilà, ça, ce n'est pas à nous de le régler, c'est au niveau du service de le régler. Et en fait, cette réorganisation était très satisfaisante. Ils ont trouvé un modus operandi très satisfaisant. Donc, c'est dommage, effectivement, je trouve qu'on n'en tire pas les leçons actuellement pour mettre à plat qu'est-ce qu'on peut pour améliorer le fonctionnement quotidien des hôpitaux. Oui, moi, je veux bien tenter une réponse aussi. En disant qu'il y a aussi des petits bruissements, des petites lignes qui bougent aussi du côté des ARS, par exemple sur la question de la prise en compte des inégalités sociales de santé. Alors c'est un vaste sujet. Il commence dans leurs projets régionaux de santé à s'appuyer sur des données, des observatoires régionaux de santé, donc ce qui n'existait pas, enfin ce qui n'était pas forcément le cas auparavant, donc ils commencent à s'équiper et à travailler sur des données. Mais à côté de ça, il y a aussi, je prends l'exemple de l'ARS Île-de-France sur un dossier particulier, peu importe lequel, où en fait il y a des tentatives à l'appui de ces données-là, de rééquilibrage des budgets à des entités, à des opérateurs, encore une fois, peu importe lesquels, mais en fait, les données sociodémographiques permettent de calculer des rapports entre des besoins de la population et des budgets qui sont donnés, et donc il y a des tentatives de rééquilibrage des budgets. Alors ça ne se fait pas sans heurts, parce qu'il faut évidemment enlever à ceux qui historiquement avaient beaucoup, mais voilà, on essaye en gros de rééquiper un petit peu, de rééquilibrer les budgets en faveur de la Seine-Saint-Denis par rapport aux Yvelines, par exemple. Et donc ça, c'est quand même quelque chose que politiquement, le niveau départemental peut faire remonter auprès du niveau central, et ça peut sur certains sujets fonctionner. Après, ça peut aussi être, ce qu'on a constaté sur plusieurs ARS, c'est que ces initiatives de rééquilibrage, elles sont très personnes dépendantes aussi. C'est-à-dire que c'est dépendant de qui, au niveau départemental, va va pousser un dossier. Et ça, voilà, il faut tomber sur un chargé de mission qui est passionné par une question sur le handicap et qui va dire bah là, il faut absolument faire quelque chose, etc. Donc, pareil, au niveau des directions de ces délégations départementales, tout ça est très, pour l'instant, très personne dépendante. Donc, la dimension démocratique dont tu parles, je serais tentée de dire que ça c'est peut-être une sociologue du travail et des organisations qui parle, mais il y a aussi une démocratie interne à ces bureaucraties à organiser, parce que ils sont organisés verticalement, ils sont organisés localement, mais finalement, ils ne se parlent pas tant que ça, il n'y a pas tant d'interconnaissance que ça dans ces grosses boutiques, et il y a sans doute voilà, une démocratie interne à organiser, et puis davantage impliquer certaines instances de gouvernance. Il y a une instance de gouvernance qui est censée représenter des opérateurs, des associations de patients, etc., et qui finalement a un rôle très consultatif de ce qu'on a pu en observer, en tout cas dans le cadre de l'évaluation qu'on réalise en Île-de-France. Voilà, donc il y a beaucoup de travail pour la démocratie interne avant de parler Enfin, ça participe, la démocratisation au sein de ces bureaucraties, introduire des espaces plus délibératifs, ça participe finalement de ce qu'on peut appeler une démocratie sanitaire au sens plus large, quoi. Comme nous sommes
invité par la FSP, il est normal que l'on donne à la FSP le dernier mot. Et la question que je vous adresse à tous les trois, Elisa, je ne suis pas sûr qu'on aura le temps pour ta question, mais que je vous adresse à tous les trois, si vous pouvez répondre très rapidement. Est-ce que finalement la question de la prévention et de la promotion pour la santé est une des leçons qu'on tire au niveau mondial, au niveau régional, au niveau local de cette crise du Covid? Très clairement, et c'est là où on a un véritable changement de paradigme avec maintenant l'accent que l'on met sur l'approche une seule santé. Et c'est un véritable nouveau cadre de réflexion sur les investissements en santé, où justement on sort de ce modèle de Fondation Gates, d'attaquer chaque maladie une par une à travers une approche technologique et une approche de produits de santé. Et on retourne à un premier investissement qui est dans la compréhension des interconnexions, et en particulier ce qui a bien montré la crise Covid, c'est les interconnexions entre l'agenda environnemental et l'agenda santé humaine, mais également les interactions, comme il a été dit par Magali et d'autres, les interactions avec l'agenda sur les équités et la question de la protection sociale, qui a été absolument la réponse en termes de protection sociale dans la crise, a été rien moins qu'extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a eu une publication récente de la Banque mondiale sur l'expansion de la protection sociale. Ça a été, au cours des 2 dernières années, une construction institutionnelle en pleine crise absolument extraordinaire. Maintenant, tous les pays veulent mettre en place des systèmes de filets sociaux. Donc, cette interaction entre une approche de santé publique beaucoup plus ancrée dans la prévention et dans la compréhension des interconnexions entre les différents aspects de la santé humaine et leur lien à la santé animale, à la santé environnementale, à la question du changement climatique. Et puis, de l'autre côté, la nécessité de construction de ces systèmes de protection sociale, et dans lesquels, certainement dans notre cas français, comme dans de nombreux pays, le fait que nous ayons ce système de protection sociale performant a été essentiel pour assurer la prise en charge, la gratuité et la qualité du service. Et donc, on voit dans la santé mondiale ces 2 thèmes émerger, et la question de l'investissement en santé dans le futur sera articulée autour de ces 2 grands axes, la prévention à travers l'approche une seule santé et la prévention à travers la mise en place de mécanismes de protection sociale qui seront prêts à répondre aux crises. C'est un constat un peu différent en France. J'enchaîne, Henri. Oui, juste ça va être très rapide. Le premier indicateur que je serais tentée de renvoyer là-dessus, c'est que pour l'instant aujourd'hui, le pourcentage de TP dans des effectifs des ARS consacrés à promotion et prévention de la santé, c'est moins de 4% des effectifs sur cette thématique-là. Mais voilà, après, c'est un indicateur parmi d'autres. On peut imaginer, c'est des échos, des témoignages qu'on a eus post-crise, que avec l'organisation de campagnes de vaccination auprès des populations les plus éloignées des soins, il y a eu, et avec les proximités, les nouveaux liens entre les agents des ARS et certains professionnels qui mettaient en place des centres de vaccination, du dépistage auprès des plus démunis, etc., il y a eu une sensibilisation de certains agents des ARS qui ne sont pas spécialistes de ces questions de prévention, sensibilisation à une logique de aller vers.
ce qui n'était pas forcément dans leur culture. Ça vient plutôt du secteur social, hein, à l'hiver. Et il me semble qu'il y a une petite pénétration de cette dimension-là. Ça diffuse un tout petit peu, en tout cas, ça touche des agents qui n'étaient pas spécialistes de ces questions-là et qui ont été sensibilisés. Mais après, ça ne préjuge en rien de la suite. Mais voilà, je pense qu'il faut qu'on soit attentif, nous, en tant qu'observateurs, à ces petits indicateurs, ces petits signaux faibles. Voilà, sans en faire trop, hein, mais voilà. Pour moi, ma réponse sera assez convergente avec celle de Magali, hein, sur le cas français, c'est-à-dire que d'un côté, on voit effectivement, je crois que c'était hier ou avant-hier, Elisabeth Borne qui mettait dans les priorités un tournant préventif. Donc, tous les spécialistes de la santé publique ont relayé ça en applaudissant des deux mains. On voit effectivement cette prise de conscience au niveau local un peu plus forte sur les inégalités sociales de santé. Et donc, certains professionnels qui portaient cela ont un peu plus de résonance et d'écho qu'à une époque. Il n'en reste pas moins que, là, c'est des effets sans doute de dépendance au sentier, toute l'architecture, l'organisation et les acteurs forts du système de santé français, c'est quand même le curatif, les médecins qui sont très peu formés à la santé publique, les cliniciens, hein. Et les hôpitaux qui, là aussi, si on regarde la force même dans les CHU, les services de santé publique dans les CHU, ce n'est pas encore les chirurgiens de cardiologie ou organisés par pathologie comme justement, on reste encore sur cette logique de pathologie qu'Agnès Souka voyait et promue au niveau mondial et qu'on retrouve dans les hôpitaux où on resterait encore sur une prise en charge. Et donc, ce qui pose par exemple, la difficulté de prise en charge des personnes âgées actuellement renvoie aussi à ça, c'est-à-dire qu'une personne âgée, par définition, elle n'a pas qu'une seule pathologie. Et du coup, ça perturbe tout le système parce que le système est organisé par pathologie au lieu d'avoir une approche sociale et sanitaire autour de ces personnes-là. Donc, c'est vrai qu'on a ces signaux faibles forts, ces signaux faibles intéressants. On a ce changement de cadre au niveau mondial qui est très intéressant. Est-ce qu'il va être suffisant pour modifier les rapports de pouvoir au sein des organisations et notamment de système français? Ça sera intéressant à observer. Une dernière question, finalement, nous avons le temps pour Elisa, donc Elisa Schell, qui pose la question sur finalement est-ce que le plan de réforme ou le programme de la ministre Agnès Buzyn, Ma Santé 2022, et notamment la volonté de territorialiser et la volonté de mettre l'accent sur ces questions de coordination et de coopération entre acteurs de soins et puis aussi entre soins primaires, soins hospitaliers et puis médico-social. Est-ce que ça a permis de surmonter les limites organisationnelles et de gouvernance dont vous avez parlé? Vaste sujet. Je ne sais pas si on dispose déjà de beaucoup d'éléments d'évaluation qui permettent de répondre à cette question, mais je crois que Magali va intervenir. Oui, j'avais répondu à Elisa qu'il faudrait que j'aille regarder de plus près avant de répondre à cette question, parce que moi, j'ai plutôt, pour l'instant, ce qui ressort de ma toute petite expérience, voilà, pas généralisable sur toutes les ARS, c'est que les obstacles organisationnels et un peu culturels qu'on a évoqués freine finalement, pour l'instant, voilà, il y a des frémissements, mais ça freine une réelle territorialisation pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas bouger, mais voilà, il y a des phénomènes d'apprentissage et puis il y a aussi des phénomènes de blocage. Voilà, les cloisonnements qu'on a évoqués, ils sont encore très présents dans les ARS. Donc voilà, pour l'instant, c'est une réponse pas tout à fait satisfaisante que je peux faire à cette question. Patrick, tu as peut-être… merci. Oui, peut-être, sauf si Patrick veut intervenir. Agnès, je ne sais pas, je vous ai coupé la parole.
Enfin, moi, c'est juste ce que j'observe d'un petit bout, c'est sur les expérimentations de l'article 51 qui vise aussi une territorialisation. Et ce qu'on voit, c'est que là aussi, c'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des petits signaux où on voit qu'il y a des choses qui se mettent en place, mais on voit aussi beaucoup de grosses difficultés. Enfin, c'est-à-dire que finalement, dans les endroits où préexistaient des collaborations, ça peut être un peu des éléments qui permettent de solidifier les engagements antérieurs. Dans plein d'autres endroits, on voit que ce n'est pas suffisant pour modifier les rapports beaucoup trop sédimentés, en fait, hein, et défavorables à cette approche territoriale. Oui, peut-être ce que je pourrais ajouter, c'est que certes, d'une manière très claire, on voit un changement de paradigme sur la vision de la santé publique et l'interaction entre une seule santé qui va dans un cadre large dans la prévention et les systèmes de protection sociale qui sont là dans une vision complète de la personne. Donc, une seule santé qui est vraiment sur le côté santé humaine et nature et la protection sociale qui est vraiment dans très ancrée dans l'adaptation et la réduction des inégalités. Mais ce que je veux peut-être dire du côté négatif, hein, pour faire écho aux autres intervenants, c'est revenir à ma présentation, c'est-à-dire que ce qui tire la dépense de santé à la fin, c'est quand même énormément la croissance économique. Et donc, les incitatifs financiers sont énormes et ils ne vont pas dans le sens ni de la prévention, ni d'une approche intégrée du risque. Ils vont justement dans l'approche des traitements individuels, des technologies, et qu'il y a une vraie demande du marché pour de plus en plus de technologies. Et le fait que la santé est financée par la bourse publique, en fait, a coupé le lien entre la demande et l'offre, puisque ce n'est pas du tout un marché libre. Et donc, la question du prix des technologies santé est une question extrêmement aiguë, puisqu'elle n'est pas régulée par le marché. Elle est régulée par les interactions politiques, puisque le financement est public. Donc, c'est la politique qui décide des prix des technologies santé et des médicaments. Et là, nous n'avons pas encore, et la crise l'a montré, nous n'avons pas encore dans les États trouvé les moyens de contrôler les intérêts financiers du secteur pharmaceutique, des secteurs de production d'équipements, qui, eux, vont complètement dans un autre sens. Là, il y a un véritable travail à faire au niveau du discours politique, puisque ce n'est pas le marché qui pourra réguler ces tendances, puisqu'il n'y a plus de lien entre… Si c'était le marché, ça fait longtemps que ces technologies n'existeraient plus, puisque les gens ne peuvent pas les payer. C'est parce qu'il y a financement collectif qu'il y a ces technologies. Donc là, il y a un véritable problème d'économie politique sur lequel réfléchir. Comme quoi la solvabilisation d'une demande légitime, en tout cas en partie légitime, peut avoir des effets pervers. Eh bien, écoutez, c'est sur cette note un peu, pas forcément très positive qu'on va terminer. Je vais passer tout de suite la parole à Christophe, mais moi, en tout cas, de mon côté, je vous remercie tous les trois et la FSP pour cette belle séance. Un grand merci à vous tous. C'était passionnant, très clair, et on a fait de l'interdisciplinaire, clairement, de la sociologie des organisations, de l'économie politique, de la science politique aussi. Juste un mot à ajouter pour dire que nos webinaires ont une seconde vie sur le net, et que dès que l'enregistrement sera disponible sur le site de la FSP, eh bien, nous vous enverrons le lien que vous pourrez diffuser aussi largement que vous le voudrez et que vous le pourrez, de manière à ce que tout le monde puisse en bénéficier, y compris nos étudiants qui ont là aussi beaucoup à apprendre grâce à votre sens de la pédagogie. Merci encore une fois et bonne soirée à vous.